Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. 5 juillet 2009, 22h15, sur l'autoroute A75, près de Pézenas, dans l'Hérault. Les pompiers interviennent en urgence. Ils ont reçu l'appel d'un policier, Jacques Prévosto. Ce fonctionnaire apprécié du commissariat de Montpellier les a contactés en catastrophe, car il vient d'être le témoin d'un terrible drame. Alors qu'il était en compagnie de son épouse, il a garé sa voiture sur le bas-côté de la chaussée pour régler, dit-il, un banal problème mécanique. Mais le temps d'installer le triangle de signalisation sur la chaussée, son véhicule prend feu. L'épouse du policier Marie-Paul Prévosto, 36 ans, qui est restée assise sur le siège passager, meurt carbonisée dans la voiture. Alors, simple accident ou mise en scène machiavélique? Les gendarmes découvrent un indice troublant. Rien, en effet, ne démontre que la victime s'est débattue contre les flammes. Autre question, pourquoi l'épouse n'a-t-elle pas enlevé sa ceinture de sécurité pour tenter de s'enfuir? Voici L'amour à mort de Farah Youbi. Un soir d'été, sur une autoroute du sud de la France, une femme meurt brûlée vive dans sa voiture. Le visage n'est plus un visage, il n'y a plus de cheveux, tout est noir, carbonisé. La victime est fonctionnaire de police. Et c'est aussi une mère de famille exemplaire. Ses enfants, c'était tout. Donc elle les aurait jamais laissés. Le mari de la victime est policier lui aussi. Un homme dévoué et courageux. C'est un super flic. Il a été décoré à 2 reprises. C'est quelqu'un de très bien noté. Un drame épouvantable qui détruit une famille heureuse. C'est vraiment la famille modèle. Une jolie maison, ils ont deux enfants magnifiques. Je me dis, waouh, c'est beau quoi. Mais derrière ce bonheur apparent se cachent de terribles secrets. Marie a-t-elle vraiment été victime d'un accident? J'ai 23 ans de gendarmerie, de carrière motocycliste. Et des accidents, malheureusement, j'en ai eu plus que de raison. J'ai jamais vu un corps calciné dans une position aussi paisible. Là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes le 5 juillet 2009. Il est 22h17. Sur l'autoroute A75, près de Montpellier, un homme assis sur la glissière de sécurité appelle les secours. J'ai ma voiture en feu. J'ai mon épouse à l'intérieur. J'arrive pas à la sortir. Elle est en train de brûler. Venez vite. La voiture garée sur la bande d'arrêt d'urgence se transforme déjà en brasier. Alerté par le feu, un automobiliste se précipite pour porter secours. On est sorti un peu en panique et on a vu un monsieur appuyé contre la barrière de sécurité. Il était assis sur le côté autoroute. Donc nous de suite on allait le voir, lui demander si tout allait bien, qu'est-ce qui s'était passé. Il nous a dit juste de suite après, j'ai pas eu le temps de sortir ma femme de la voiture. Donc moi de suite je me suis retourné, je lui ai dit mais il y a quelqu'un dans la voiture et il nous a dit oui, à ma femme. Les témoins qui s'arrêtent là sont tout à fait frappés lorsqu'ils apprennent par le monsieur qui téléphone qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et que ce quelqu'un est son épouse. Et c'est quand il dit mais il y a ma femme à l'intérieur qu'eux se mettent à gesticuler dans tous les sens, à s'affoler en disant mais c'est terrible, il y a peut-être quelque chose à faire, à sauver, à tenter. Devant le drame qui est en train de se jouer, Bastien, l'automobiliste, réagit très vite. Moi de suite je suis parti en courant, j'ai sauté la barrière de sécurité pour aller à hauteur de la voiture. Je suis remonté par le fossé, j'ai pas pu m'approcher beaucoup dû à la chaleur. J'avais beaucoup de chaleur, beaucoup de flammes, j'avais du mal à respirer et j'arrivais pas à m'approcher, j'avais cette sensation j'avais ma peau qui fondait sur moi, quoi. C'est un brasier, c'est-à-dire que les flammes sont en train de lécher même le capot, l'intégralité du véhicule. Le véhicule s'embrase à une vitesse phénoménale. Bastien tente alors l'impossible pour sortir la malheureuse hors des flammes. J'ai enlevé mon t-shirt, je me suis mis le t-shirt sur la figure pour essayer d'approcher un maximum de la voiture. Je me suis approché à peu près à 50 cm de la voiture, quand tout à coup, il y a eu une grosse explosion, toutes les vitres ont explosé. Ça a fait comme un chalumeau en l'air, donc moi je suis tombé en arrière, je me suis relevé et je suis vite parti en courant. J'ai tout fait pour essayer de la sortir. Je ne pouvais pas rester devant cette voiture, regarder la voiture brûler en me disant il y a quelqu'un dans la voiture. Je me suis dit je ne peux pas laisser une personne dans une voiture en train de brûler, c'est pas possible.
Très vite, un autre automobiliste s'arrête à son tour. Il est pompier volontaire. J'avance vers la voiture en feu, je percute l'extincteur, sachant que pertinemment, cet effet d'extincteur allait être nul. Mais la voiture était tellement en flammes qu'avec son petit extincteur, il n'a rien pu faire. La voiture est une véritable fournaise. Le pompier et le jeune homme sont impuissants face à cette scène d'horreur. Une femme est brûlée vive sous leurs yeux. C'est affreux, on ne peut même pas le décrire, je pense, tant qu'on n'a pas vécu ce genre de scène. Pour nous, c'est très difficile parce qu'on a peut-être la personne à quelques centimètres et on ne peut rien faire. Je me suis senti impuissant face à cette situation. À aucun moment, j'ai vraiment pu en fait aider cette dame, quoi. Prévenu par son unité, le gendarme Pierre Coquart du peloton autoroutier fonce à toute vitesse sur le lieu du sinistre. Sur place, les pompiers sont déjà là. Ils ont éteint l'incendie. Un gendarme lui annonce alors la terrible nouvelle. À ce moment-là, je vois un des collègues de la patrouille, la première patrouille d'intervenants, qui vient vers moi et qui me fait ce signe en me regardant, sans parler. Et je comprends à ce moment-là immédiatement qu'à l'intérieur du véhicule se trouve une personne carbonisée. Voici la photo de la voiture de la victime prise le soir des faits, le 5 juillet 2009. Une épave entièrement calcinée. C'est dans cet état que le gendarme Coquart la découvre lorsqu'il effectue les premières constatations. Devant ses yeux, il voit l'horreur. À ce moment-là, je ne peux pas dire si c'est une dame ou un homme. Le corps est méconnaissable. Le visage n'est plus un visage, il n'y a plus de cheveux, tout est noir. Ce n'est plus qu'un tas de cendres et il ne reste qu'une forme, une silhouette entièrement carbonisée. Le gendarme Coquart apprend que la victime est une femme et surtout que son mari n'est pas très loin. Il se trouve à quelques mètres de là, dans l'ambulance. Il sait forcément ce qui s'est passé. Le gendarme s'approche. Là, je vois un homme d'une trentaine d'années, de corpulence assez sportive, assis sur la civière, tête baissée. Il renifle. Je le trouve hyper calme. Et je me présente et je dis voilà, c'est moi qui suis en charge actuellement de l'enquête. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, monsieur, un petit peu, sans vouloir trop vous déranger, ce qui s'est passé un petit peu ce soir? Il lève la tête, il me regarde, calmement, posément, et il me dit je suis collègue, je travaille au commissariat de Montpellier. Je me nomme Jacques Prévosto. Jacques Prévosto est policier. À 34 ans, il est brigadier-chef au commissariat de Montpellier. Sa femme, Marie, 36 ans, qui vient de mourir dans l'accident, était également fonctionnaire de police. Marié depuis 8 ans, le couple a 2 jeunes enfants. Qu'est-ce qui a pu provoquer ce terrible incendie? Le gendarme Coquart poursuit l'audition de Jacques Prévosto. Alors là, il me dit, à voix basse quand même, j'étais avec mon épouse en voiture sur l'autoroute A75. Mon véhicule a eu quelques soubresauts, j'avais l'impression que le moteur s'étouffait. J'étais persuadé que nous allions tomber en panne sur la voie de circulation. Aussi, j'ai décidé de me garer sur la bande d'arrêt d'urgence. Là, il me dit, j'ai mis mes feux de détresse, j'ai ouvert le haillon arrière, j'ai pris mon triangle de présignalisation. Je suis allé le placer à une centaine de mètres à l'arrière de la voiture. Je suis revenu en marche arrière jusqu'à la voiture en faisant signe au véhicule de ralentir pour éviter le suraccident. Ensuite, je me suis retourné, j'ai vu que le véhicule était en feu. Vite, je me suis précipité. Marie! Marie! Et j'ai vu que Marie était en feu. J'ai même vu des cloques se former sur ses avant-bras et sur ses jambes. J'ai vu ses doigts fondre comme du beurre. Je dis rien, je reste à ma surprise. Je lui dis, monsieur Prévosto, je vous souhaite bon courage. Et je ne vais pas vous embêter plus pour l'instant. Le gendarme Coquart retourne vers le véhicule calciné pour observer le corps de la victime. Et là, ses constatations le rendent perplexe. J'ai 23 ans de gendarmerie, de carrière motocycliste. Les accidents, malheureusement, j'en ai eu plus que de raison. J'ai jamais vu un corps calciné dans une position aussi paisible, assise, la tête légèrement en arrière, reposée sur l'appui-tête, et les mains croisées sur le torse. Là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je continue mes observations. J'observe que bien que la ceinture de sécurité, qui est entièrement calcinée suite à l'incendie, la boucle, qui elle est métallique, est restée enclenchée. Ce qui veut dire que la personne n'a même pas pris le temps de se détacher de la voiture. Et ce monsieur se dit, mais c'est pas possible.
Il imagine cette femme vivante, prisonnière des flammes, se débattre, hein, essayer de sortir, de s'arracher de là, par n'importe quel siège. On imagine quelqu'un pouvoir essayer de sortir même par l'arrière du véhicule, bouger, se débattre, hurler. On imagine les hurlements de quelqu'un qui est en train d'être brûlé vif. Pendant que le feu se propageait dans la voiture, Marie a-t-elle appelé à l'aide? A-t-elle crié en direction de son mari ou des personnes à l'extérieur? Face aux gendarmes, les témoins sont formels. J'ai répondu que non, je n'ai rien entendu. J'ai entrevu une ombre dans la voiture, mais qui ne bougeait pas. On n'a entendu aucun cri. Et je leur pose la question, pouvez-vous me dire le comportement du mari face à l'événement? On a expliqué aux gendarmes que ce monsieur était vraiment très calme, très serein, et qu'à aucun moment il a eu un comportement affolé, il n'a montré aucun sentiment par rapport à cette voiture qui brûlait avec sa femme dedans. Mais vous ne l'avez pas vu se lever, essayer d'aider son épouse, faire un geste, quelque chose pour la sortir? Moi, j'ai vu une personne normale qui téléphonait. Ça a été ma réaction, personne normale qui téléphonait. À aucun moment il ne s'est levé ni nous a aidés. Il est toujours resté assis derrière son véhicule, appuyé contre la barrière de sécurité, et il attendait. Ça fait beaucoup de questions. Le comportement de M. Prévosto, la position du corps, la ceinture de sécurité qui est toujours attachée. Ça commence à faire beaucoup. Le gendarme est de plus en plus perplexe. L'est-il un peu trop? Après tout, Jacques Prévosto vient d'assister à la mort brutale de son épouse. De quoi paralyser n'importe quel être humain, même un policier aguerri. On sait qu'il y a des processus de sidération qui peuvent se produire devant un choc important. Il a pu être sidéré, c'est pour ça qu'il est différent, parce que ça le concerne personnellement. Ses émotions l'ont submergé, du coup il a été un peu paralysé au lieu d'être en panique. Mais pour le gendarme Coquard, quelque chose ne colle pas. L'attitude de Prévosto est étrange. Il va donc poursuivre l'audition du mari, au calme, dans son véhicule de fonction. J'ai dit, monsieur Prévosto, avez-vous tenté quelque chose pour essayer de sauver votre épouse? Qu'avez-vous tenté? Il réfléchit 3 secondes. Et il me dit, bien sûr que j'ai tenté quelque chose. Il dit, j'ai passé les mains à travers la fenêtre pour essayer de la détacher. Mais c'était beaucoup trop chaud. Je ne suis pas parvenu, c'était beaucoup trop chaud, j'ai dû partir. Et là, je lui pose la question, pouvez-vous me montrer vos avant-bras? Sachant qu'il était en t-shirt manche courte. Il me fait voir ses avant-bras, il n'a aucune trace de brûlure. Je lui dis, vous n'êtes même pas brûlé, même pas un poil de brûlé. Je dis, vous avez eu beaucoup de chance. Et il me dit, oui, effectivement, j'ai eu énormément de chance. D'autre part, il porte un t-shirt blanc, absolument pas souillé. Pas de traces de suie, pas de traces de brûlure, absolument pas abîmé. Ah, je me dis... Le gendarme Coquard est sceptique. Mais il laisse Jacques Prévosto rentrer chez lui. Il alerte tout de même ses collègues de la police. La brigade de recherche et la police scientifique arrivent immédiatement et gèlent la scène de l'accident. Nous nous sommes procuré les photos de l'identité judiciaire prises le soir des faits. Des prélèvements sont réalisés dans tout le véhicule. La levée du cadavre est effectuée pour l'autopsie. Le lendemain matin, depuis son domicile, Jacques Prévosto téléphone à toute la famille pour annoncer la terrible nouvelle. L'une des premières personnes informées, c'est Elisabeth, la sœur jumelle de Marie, la victime. Pour nous, elle a accepté de revenir sur ce jour où sa vie a basculé. Mon téléphone a sonné, c'était mon papa qui venait d'apprendre que Marie était morte et donc il me l'a annoncé au téléphone. Donc je comprenais pas ce qu'il me disait. Donc j'ai raccroché avec papa et j'ai appelé Jacques. Et donc il m'a dit qu'ils avaient eu un accident de voiture dans la nuit et que Marie était restée dans la voiture et qu'il n'avait pas pu la sauver. Donc il m'a dit oui que Marie était morte. On se dit surtout. Moi, ce que je me suis dit, c'est que quand on voit des accidents de voiture, on se dit toujours... moi, j'ai espéré qu'elle n'ait pas souffert, quoi. C'était mon double. Un drame épouvantable et injuste.
qui laissent un petit garçon de 6 ans et une fille de 8 ans, orphelins de leur maman. Les amis du couple sont également sous le choc. Me dire, imaginez voilà, que les enfants étaient privés de leur mère en sachant la relation qu'ils avaient et le besoin qu'ils avaient d'elle et tout ce qu'elle leur apportait. C'était intenable, quoi. Vraiment. Ça a été le plus difficile. C'est de se rendre compte qu'ils allaient être privés de leur maman. Et quelle maman? Il faut dire que pour tout le monde, Marie, Jacques et leurs 2 enfants forment une famille idéale. Pour Marie et Jacques, tout commence en 1997 sur les bancs de l'école de police. Elle a 24 ans, lui 22. Très vite, entre eux, c'est le coup de foudre. Il lui a tapé dans l'œil, quoi. C'est vraiment... c'était lui, quoi. C'était vraiment... C'est celui qu'elle avait choisi. C'était... oui, je pense qu'elle a eu le coup de foudre, oui, à l'école de police, oui, pour lui. Pour chacun d'entre eux, d'ailleurs, c'est une première histoire qui compte. Je crois qu'avant, aucun d'entre eux n'avait vraiment une relation sérieuse. Je crois qu'ils tombent réellement amoureux à ce moment-là. 3 ans après leur rencontre, Jacques et Marie célèbrent leur union. Ils auront 2 enfants. Le couple demande alors sa mutation vers le sud et s'installe à Saint-Pargoire, un petit village près de Montpellier. Marie travaille au commissariat de Latte. Jacques, lui, intègre la brigade de nuit au commissariat de Montpellier. Très vite, il fait l'unanimité chez ses collègues. Son coéquipier s'en souvient encore très bien. Moi, je dis, je serais allé au bout du monde avec lui en intervention. Ça, c'est sûr. Il était très efficace au travail. C'est un super flic. Il a été décoré à 2 reprises. Il a véritablement un dossier, pas hors norme, mais vraiment c'est quelqu'un de très bien noté. Et Jacques va intervenir un jour sur un dramatique différend familial. Le mari exerçait des violences conjugales et qui avait mis le feu à l'appartement. Et Jacques arrive à sauver la femme et les enfants. Donc là encore, un véritable courage, un homme d'action, un gars qui n'hésite pas à foncer, à aller au contact pour faire ce qu'il adore, c'est-à-dire son métier, aider les gens, sauver des vies et empêcher des drames et arrêter des criminels. Les Prévostaux s'épanouissent professionnellement, mais aussi dans leur vie privée. Très jolie maison, avec la piscine, avec tout. Les enfants, ils avaient une aire de jeu derrière avec balançoire. Un petit peu comme aux États-Unis, la petite maison modèle avec le papa qui arrose la voiture, maman qui fait le jardinage, les petits qui jouent dans le jardin. La famille modèle. Je me dis, waouh, c'est beau, quoi. C'est beau. Ça donnait envie. Une belle villa, un couple heureux, 2 policiers intégrés et reconnus. La famille donne l'impression de vivre un bonheur parfait. Une famille idéale avec de beaux enfants. Ils ont beaucoup d'amis, ils sont dans le sud. Tout a l'air de bien se passer. En apprenant la mort de Marie, tout le monde est sous le choc. La famille et les proches se pressent au domicile du couple pour soutenir Jacques dans cette terrible épreuve. Évidemment, dans les heures qui ont suivi, les familles viennent l'entourer, comme on peut l'imaginer. Les gens sont à la maison, des amis, des collègues. Mon pauvre ami, c'est abominable. Il venait de perdre sa femme quand même. Donc on n'a qu'une envie, c'est d'aller le voir et de le réconforter, d'être là pour lui. Et de lui dire qu'on est là et qu'on le soutient et qu'il peut compter sur nous. Pour tout le monde, c'est un accident. Marie est morte au cours d'un tragique accident. Une malchance, un accident tragique auquel en plus le pauvre mari assiste impuissant. Dans la maison du couple, Jacques, les amis, les proches, tous sont inconsolables. Le silence est pesant. C'est alors qu'à la tombée de la nuit, un incroyable rebondissement va se produire. Jacques Prévosto voit dans la fenêtre beaucoup de gens avec des brassards police. Monsieur Prévosto? Oui. Vous êtes en état d'arrestation.
Ils viennent le chercher dans le domicile familial, alors même que sont présents à ce domicile les collègues de travail. Pour tous les proches, c'est la stupéfaction. Jacques Prévosto est menotté devant leurs yeux. C'est pas possible. Pas lui. C'est vraiment, s'il y a une personne sur Terre qui est droite, qui a des valeurs, des règles, et qui les suit, c'est Jacques. C'est mon pote, c'est mon ami. C'est pas possible. C'est rien, c'est rien. Jacques est arrêté et emporté cette fois-ci vers le commissariat qui est son lieu de travail et qui va devenir son lieu de garde à vue. Lui qui a l'habitude d'interroger va se retrouver en situation d'être pris en charge par ses collègues et lui-même interrogé. Marie Prévosto est morte dans un accident de la route, devant un mari impuissant. Alors pourquoi les enquêteurs ont-ils arrêté Jacques? Les doutes du gendarme Coquard sont-ils fondés? L'autopsie a-t-elle révélé des éléments troublants? Jacques Prévosto découvre qu'il est désormais le suspect numéro 1. Dès le début de la garde à vue, les enquêteurs l'interrogent. Ils veulent comprendre ce qui a pu provoquer ce terrible accident. Jacques Prévosto revient alors sur cette terrible journée du 5 juillet 2009. Il explique que c'est une journée en famille, qu'il passe avec sa femme, avec ses enfants. Il décide le midi d'aller déjeuner dans un restaurant rapide en famille, tous les 4. Après le repas, la famille rentre à la maison. Les enfants jouent dans le jardin. Le couple, lui, s'installe devant la télé et regarde un match de tennis. C'est la finale de Wimbledon. Jacques Prévosto est passionné de tennis. Il regarde ça avec intérêt. Il est pris par le match. Un dimanche ordinaire pour cette famille heureuse. En fin d'après-midi, Marie demande à Jacques de l'aider à ranger le garage. Il explique qu'à un moment, il est sur la mezzanine. Marie est en contrebas, il veut lui passer une caisse. La caisse tombe sur la tête de Marie. Du coup, elle aurait été un peu affaiblie, elle aurait été un peu victime de vertige. Ma tête. De lors, elle fait comme une sorte de malaise, elle a des maux de tête. Il explique que Marie est groggy, qu'elle rentre à la maison, qu'elle s'allonge sur le canapé, qu'elle prend des cachets. Il estime que son état s'aggrave un petit peu. Et que par conséquent, il a souhaité l'amener aux urgences. Devant les enquêteurs, Jacques Prévosto poursuit son récit. Il raconte que Marie s'est sentie mieux pendant le trajet et qu'une fois arrivée devant les urgences, elle l'a persuadée de rentrer à la maison. Mais dans la soirée, alors que le couple et les enfants dînent, Marie est à nouveau victime de malaise. Après la soupe, Marie se sent à nouveau très mal. Les maux de tête vont redoubler et donc il va lui-même décider de l'amener à l'hôpital. Et sur le chemin, on a là cette version qui est expliquée, à savoir le véhicule tombe en panne, s'arrête et le feu démarre. Marie! Marie! Il n'arrive pas à l'extraire et donc il appelle les secours, mais vraisemblablement c'est trop tard puisque le feu a pris une proportion terrible. Un accident dramatique. Mais en entendant Jacques Prévosto livrer sa version, les enquêteurs savent déjà qu'il ment. Car s'ils l'ont placé en garde à vue, c'est qu'ils détiennent une pièce essentielle qui va faire basculer l'enquête. Le rapport d'autopsie. Nous avons retrouvé le médecin légiste qui a autopsié le corps de Marie Prévosto et ses conclusions médico-légales sont accablantes. D'emblée, au moment de l'autopsie, quand nous avons disséqué les organes et surtout les voies aériennes supérieures, tout l'ensemble des voies respiratoires, il n'y avait strictement aucun dépôt de suie
tant au niveau de la langue, tant au niveau de la bouche, tant au niveau de la trachée, des bronches et des poumons. Donc on était face d'emblée à une situation où on pouvait quasiment affirmer que Madame Prévosto, au moment où l'incendie s'était déclaré, n'était pas en situation de respirer. Donc elle était déjà décédée au moment où l'incendie s'est déclaré. En clair, Marie Prévosto ne respirait plus avant l'accident. Elle était déjà morte. Les doutes du gendarme Coquard étaient donc fondés. Souvenez-vous, la victime n'a jamais crié pendant l'incendie et sa ceinture de sécurité est restée attachée. Jacques Prévosto a donc menti durant son interrogatoire. Mais alors pourquoi? Que s'est-il réellement passé ce 5 juillet 2009? Comment sa femme est-elle morte? Vous allez voir que le brigadier-chef Prévosto cache de terribles secrets. Marie Prévosto est morte carbonisée dans sa voiture. Un terrible accident. C'est en tout cas l'explication de son mari, policier et témoin du drame. Mais le rapport d'autopsie a fait basculer l'affaire vers une piste criminelle. Marie était morte avant l'incendie. Jacques Prévosto a donc menti. Que s'est-il réellement passé? Pour le savoir, les enquêteurs l'ont arrêté et placé en garde à vue. Les policiers interrogent Jacques Prévosto depuis maintenant plusieurs heures. Face à cette pression, il va livrer un incroyable secret. Alors il finit par dire, je vais vous dire toute la vérité. Il va donner une seconde version qui consiste à expliquer que dans l'après-midi, il a découvert Marie pendue dans le garage. Donc là, les enquêteurs lui disent, mais comment ça, votre épouse s'est donnée la mort? Mais comment ça, pendue? Il dit, oui, ma femme était pendue à l'escabeau avec une sangle dans le garage. Et c'est comme ça que j'ai trouvé son corps. Bon. Marie! Un suicide dans le garage? Mais alors pourquoi avoir retrouvé Marie brûlée dans sa voiture à 15 km du domicile du couple? Jacques Prévosto s'empresse de répondre. J'ai mis le feu intentionnellement à cette voiture parce que, en réalité, ma femme s'est suicidée. Et je n'ai pas eu le courage de annoncer à mes enfants, en gros, que leur mère s'était volontairement donné la mort et avait choisi de les abandonner. Pour protéger ses enfants, Jacques Prévosto aurait donc brûlé sa femme afin de maquiller son suicide. Une version qui ne va pas résister aux analyses toxicologiques qui viennent de tomber. Dans le sang de Marie Prévosto, le médecin légiste a fait une curieuse découverte. Une quantité importante de zopiclone, un somnifère très puissant. Le taux qui avait été relevé dans le sang de Madame Prévosto, au moment où elle est décédée, était 20 fois au-dessus de la dose thérapeutique et presque 10 fois au-dessus de la dose toxique. Autrement dit, au moment de sa mort, Marie Prévosto était dans un coma profond. Comment imaginer alors qu'elle ait pu se pendre? Madame Prévosto est dans une telle concentration de produits somnifères qu'elle ne peut pas être consciente au moment où elle décède. Donc on ne peut pas se pendre en étant inconscient. C'est une contradiction absolue. Jacques Prévosto se retrouve une fois de plus bloqué par des preuves médico-légales incontestables. Mis au pied du mur, il se lance alors dans une troisième version. C'est que son épouse s'est suicidée. Elle a absorbé des cachets. Ensuite, il a découvert le corps de son épouse gisant dans le canapé. Marie! Marie! Elle s'était auto-strangulée avec une sangle. Marie! Une sangle autour du cou qu'elle s'était enroulée et qu'elle tenait à la force d'une main. Il l'a trouvée comme ça, avec la langue dehors, dans le salon. Impossible, là encore, pour le médecin légiste. La version concernant la strangulation ou l'autostrangulation, du fait de la même raison, c'est-à-dire le fait qu'elle soit inconsciente au moment où elle décède, ne peut pas être retenue non plus. On ne peut pas s'étrangler soi-même quand on est inconscient. Pourtant, malgré toutes ces incohérences, Prévosto maintient cette version. Et pour conforter la thèse du suicide de son épouse,
Il affirme même que Marie a laissé une lettre d'adieu. Il explique que Marie étant particulièrement religieuse, catholique, et sa famille aussi, son geste aurait été mal compris et qu'elle lui demandait d'ailleurs expressément dans cet écrit de cacher à sa famille les circonstances de cette mort par suicide. Et Jacques Prévosto nous explique qu'effectivement il a décidé de respecter la volonté de Marie et de maquiller le suicide en accident. C'est sa dernière version. Aux enquêteurs qui lui réclament cette lettre, le mari explique qu'elle a brûlé, comme par hasard, dans la voiture avec le corps de sa femme. Là, véritablement, on a quelqu'un qui raconte n'importe quoi. En garde à vue, ce policier qui a priori rompu quand même aux enquêtes et au fonctionnement de la justice va faire exactement ce qu'il ne faut pas faire quand on se retrouve en garde à vue, c'est-à-dire qu'il va donner des versions totalement différentes. Autant de versions différentes qui font que le SRPJ se pourlèche les babines. Et se demande comment ce type qui est flic, qui fait partie de la maison, a pu être aussi stupide dans la commission d'un crime. Jacques Prévosto n'a convaincu personne. À l'issue de sa garde à vue, le brigadier chef est mis en examen pour assassinat. Il est incarcéré dans une maison d'arrêt près de Montpellier. Quand Elisabeth, la sœur jumelle de Marie et ses amis, apprennent que Jacques a évoqué un suicide de sa femme, ils rejettent tous cette version. Marie suicidaire, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Ces enfants, c'était tout. Donc elle les aurait jamais laissés. Jamais. Jamais elle aurait laissé ses enfants. Souvent, je ne sais pas pourquoi elle me parlait du mariage de leurs enfants. Enfin, elle avait envie d'assister à tout ça, quoi. De les voir grandir, qu'ils aillent faire leurs études et de tout faire pour qu'ils soient bien et qu'ils s'épanouissent et qu'ils grandissent dans les meilleures conditions. C'est pour ça que c'est inconcevable qu'elle les ait laissés, puisqu'elle avait tellement d'envie de bien faire pour eux et surtout d'être présente pour eux. Pour tout le monde, Marie était une bonne mère de famille. Elle n'aurait jamais songé à se suicider. Un sentiment très vite confirmé par les dernières conclusions médico-légales. Nous avions un individu qui avait été carbonisé après son décès et la cause du décès était une asphyxie mécanique. Une asphyxie mécanique, autrement dit, Marie a été étouffée ou étranglée. À ce stade de l'enquête, les policiers savent que Marie a été assassinée et ils sont persuadés que son mari est responsable de sa mort. Mais pour quelle raison? Ils forment aux yeux de tous un couple uni, une famille idéale. Mais en passant la vie de ce couple au peigne fin, les policiers vont avoir une surprise. En fait, les enquêteurs découvrent que 5 ans après son arrivée dans la région, le couple est en crise. Jacques humilie de plus en plus sa femme devant leur entourage. Il n'hésite pas à la rabrouer, même en public, à être très dégradant. Il lui reproche son physique, il lui reproche d'avoir pris du poids. T'es un peu trop grosse, tu cours pas assez, je t'emmènerai jamais avec moi faire du sport parce que c'est pas possible de te traîner. Il la traite de grosse vache, enfin, ce qui est quand même extrêmement humiliant pour son épouse et où elle ne réagit pas. Et les amis qui viennent les voir sont quand même très très étonnés de cette attitude. Je sentais son mal-être. Un mari en tant que femme, ça se ressentait, ça faisait mal pour elle. Je lui disais à Marie qu'il fallait pas qu'elle se laisse traiter comme ça. Qu'il fallait qu'elle se rebelle, qu'elle lui fasse comprendre que c'était pas normal. Au fil des mois, la relation entre Marie et Jacques se dégrade. Ils dorment plus ensemble. Ils font chambre à part. Jacques Prévosto va dormir dans le canapé du salon alors que Marie dort dans la chambre à coucher. Donc il n'existe plus de vie sexuelle du couple, il n'existe plus d'échange. Au commissariat, on commence à se rendre compte que, enfin les copains de Jacques commencent à se rendre compte qu'il a plus son alliance au doigt, quoi. Donc là forcément, c'est qu'il se passe quelque chose.
Pourquoi Jacques Prévosto en est-il arrivé à ne plus supporter sa femme? Les enquêteurs découvrent très vite qu'il a une maîtresse. Et ce n'est pas tout. Elle est policière et travaille avec lui à la brigade de nuit. Sa maîtresse est elle-même en couple, comme lui. Elle est en couple avec quelqu'un avec qui elle a des enfants également. C'est une jeune femme qui est visiblement très libérée, qui a eu sans doute d'autres amants au commissariat et quelque part qui va faire complètement tourner la tête à Jacques Prévosto. Prévosto est littéralement subjugué par sa collègue. Les deux amants vivent cette passion illégitime la nuit au commissariat. Ça a le goût du sulfureux, de l'interdit, des moments de rencontre où on se cache, où on est pressé, mais qui sont nécessairement d'une grande intensité. Dès qu'ils le peuvent, les amants s'isolent pendant leur service pour vivre secrètement cet amour charnel. Mais au commissariat, leur petit manège n'échappe à personne. Chacun va s'en rendre compte, on voit bien qu'ils se regardent tous les deux avec des yeux, qui ne sont pas les yeux de tout le monde, on voit bien qu'ils vont prendre des pauses ensemble et qu'ils disparaissent. Et au sein de la brigade, il y avait des curieux, donc il y a des curieux qui voulaient savoir à tout prix. C'est un secret de polichinelle au commissariat, alors que tous les deux sont persuadés que personne n'est au courant. Jacques et sa maîtresse partagent cette relation depuis 1 an, et chez lui, cette passion devient de plus en plus dévorante. Je pense qu'il commence à perdre pied avec la réalité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va la couvrir de cadeaux. Au début, il a pu lui offrir des parfums, des maillots. Jacques dépense sans compter. Smartphone dernier cri, ordinateur portable, bijoux. Pour sa maîtresse, il est prêt à toutes les folies. En mai 2009, pour son anniversaire, il va même lui offrir le cadeau dont elle a toujours rêvé. Une moto avec l'équipement complet. C'est-à-dire qu'il lui fait un cadeau, une surprise, d'une valeur de 8 000 €. 8 000 €, c'est une somme extrêmement importante. Une maîtresse qui lui fait perdre la tête. Une épouse qui ne supporte plus. Jacques a-t-il supprimé sa femme pour vivre sa passion au grand jour? Les enquêteurs pensent déjà tenir un mobile. Mais il y a peut-être une autre raison. Les investigations vont révéler que le brigadier chef est un homme ruiné. Lui, il devait dans les 600 000 €. Voilà, c'est invraisemblable. Invraisemblable. 600 000 € alors qu'ils gagnent 4 000 € par mois. Les remboursements des crédits sont supérieurs aux revenus du couple. C'est-à-dire que tous les mois, ils gagnent 4 000 €, ils ont plus de 5 000 € de remboursement de crédit. Jacques Prévosto est criblé de dettes. En plus de son emprunt immobilier, il multiplie les crédits à la consommation. Ce qu'on appelle le crédit revolving. Voilà. On fait des crédits, puis on fait des crédits, puis on fait des crédits, on fait des crédits. On arrive à un moment où c'est plus possible. Il était impossible pour le couple d'honorer leur dette. Impossible. Jacques Prévosto est pressé par les banques. Sa banquière l'appelle en lui disant il faut rembourser. Les huissiers sont pas très loin. Financièrement, Jacques Prévosto est à l'agonie, seul face à un gouffre. Car Marie ignore tout de leur situation économique. C'est lui qui gérait les comptes et Marie lui a laissé cette tâche. Donc elle avait confiance en lui, donc elle s'occupait absolument pas des comptes de la maison. C'est lui qui dépense, c'est lui qui emprunte. Et on a le sentiment que Marie, bon, c'est pas son truc, elle cherche pas trop à comprendre. Peut-être qu'elle ferme les yeux aussi et qu'elle veut pas voir. Ces dettes colossales constituent-elles un nouveau mobile? Y aurait-il un lien entre la situation financière que traverse Jacques Prévosto et l'assassinat de sa femme? Pour les enquêteurs, il y a un deuxième mobile qui va apparaître, à savoir un mobile beaucoup plus crapuleux. Il aurait tué son épouse pour se débarrasser d'elle et en plus récupérer un peu d'argent puisque quelques assurances vie étaient à son nom. Le crédit aurait été payé par moitié par l'assurance vie. Ce qui permettait à ce moment-là de couvrir l'endettement général. Si Marie meurt, Jacques peut prétendre toucher 200 000 €. De quoi éponger une partie de ses dettes. Jusqu'ici, le brigadier chef a réussi à mentir à sa femme et à conserver ses secrets. Mais Marie commence à douter de la fidélité de Jacques. Un jour, alors qu'elle fouille dans son ordinateur,
elle découvre la facture d'une chambre d'hôtel pour 2 personnes. Au sein du couple, une dispute éclate. Elle va essayer de le confronter, lui, à ça, en l'interrogeant, en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est ?» Qu'est-ce que c'est cette facture d'hôtel? Pourquoi tu es allé à l'hôtel? Avec qui tu es allé à l'hôtel alors que tu étais censé être hébergé chez des amis? Et là, il lui raconte un mensonge qui est énorme, hein, mais auquel elle va croire. Il lui dit « Oui, mais finalement, je t'ai pas dit, à Toulouse, j'ai 2 collègues de Paris qui m'ont fait la surprise. Alors que j'étais là-bas, ils sont descendus me voir et j'ai pris une chambre d'hôtel pour eux. Voilà, c'est vrai, je t'avais pas dit. » 6 mois plus tard, chez Marie, les doutes vont refaire surface. Mais cette fois-ci, ce n'est pas auprès de Jacques qu'elle va avoir des explications. La policière décide de mener sa propre enquête. Elle va enquêter sur son mari sans en avoir le droit, mais en tant que policière, elle a les moyens de le faire, pour arriver à voir à qui son mari téléphone, avec qui il échange des textos. Et là, elle découvre le poteau rose. Nous nous sommes procuré les pièces du dossier où apparaissent les nombreux SMS enflammés échangés entre Jacques et sa maîtresse. Bonne nuit, mon trésor. Je t'aime à la folie. Tu me manques, mon cœur. Je t'adore. Chez le cafard, tu me manques trop. Je t'aime. Je ne cesse pas un instant de penser à toi. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'appels et surtout de SMS échangés avec un numéro de téléphone qui est celui d'une femme qu'elle connaît, qu'elle a déjà rencontrée, qui travaille avec son mari. Et donc là, elle va aller le confondre en lui disant « Maintenant, c'est fini, Jacques, tu ne peux plus me mentir. Regarde, regarde, qu'est-ce que c'est ça? 80 SMS dans une journée !» Jacques est pris au piège, mais il nie toujours son infidélité. Il prétend qu'il s'agit d'une simple amie. Marie ne le croit pas. Elle envisage alors pour la première fois le divorce. Pour Jacques, il n'en est pas question. Il propose alors un curieux compromis. Alors ce qu'on n'a qu'à faire, c'est cohabiter. Pour les enfants, on dira qu'il n'y a plus rien entre nous, on va rester dans la même maison. Mais ça, pour Marie, c'est horrible. Parce que c'est le contraire de la famille qu'elle rêvait. Et parce que Marie sait une chose, c'est qu'on n'est jamais aussi seul qu'à côté de quelqu'un qui vous tourne le dos. Et d'avoir à côté d'elle un homme qu'elle a aimé, mais qui dort sur le canapé, qui ne la regarde plus, ou alors avec des yeux pleins de dégoût, il n'y a rien de pire. Le couple décide de faire un break et de réfléchir. Marie part à Pau, chez sa sœur jumelle. Elle lui confie alors qu'elle a fixé à Jacques un ultimatum. Elle était vraiment décidée cette fois-là. Elle ne se laisserait pas faire à nouveau. C'était vraiment une discussion. Si tout va bien, on repart à zéro. Si finalement ça ne va pas, elle s'était décidée à divorcer, même si elle l'aimait. Mais elle s'était rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça. Et pour elle et pour les enfants aussi. Donc elle est partie confiante, ouais. Elle est partie confiante. Elisabeth ne reverra jamais sa sœur jumelle. Marie repart chez elle à Montpellier pour retrouver Jacques. 15 jours plus tard, elle meurt brutalement, dans des circonstances épouvantables. La menace d'un divorce a-t-elle poussé Jacques à l'irréparable? Pour les enquêteurs, ce troisième mobile est pris très au sérieux. Après tout, en cas de séparation, les mensonges, les dettes, les secrets de Jacques auraient été découverts par Marie et toute la famille. Ça, c'était pas acceptable. Parce que c'était effectivement la rupture, la découverte de sa situation financière qui était épouvantable. Il devait l'argent fou, la maison allait être vendue. Il avait peur qu'on découvre le réel. Une relation adultère, des dettes colossales et un divorce qui s'annonce. Pour les enquêteurs, plus aucun doute ne subsiste. Ce sont bien les mobiles qui ont poussé Jacques Prévosto à assassiner sa femme, la mère de ses enfants. Reste à prouver sa culpabilité. En enquêtant, les policiers vont lever le voile sur un scénario encore plus machiavélique que ce qu'ils imaginaient. Au cours de leur perquisition, les policiers ont saisi plusieurs pièces au domicile du couple, et notamment l'ordinateur de Jacques Prévosto. En épluchant l'historique de ses recherches sur Internet, ils trouvent des détails accablants. Il a laissé des indices absolument partout. Et on a toute une série de mots-clés qui sont incroyables. Empoisonnement, poison mortel, barbiturique,
hydrocution, hydrocution en baignoire. Tueur à gage, asphyxie, zopiclone. Donc on voit que dans les 6 mois qui précèdent les faits, Jacques Prévosto est en train d'essayer de trouver un procédé pour éliminer son épouse simplement. De façon implacable, il cherche le mode d'emploi sur Internet. Les policiers sont stupéfaits. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils mettent la main sur une ordonnance prescrite 1 semaine avant la mort de Marie. Jacques s'est rendu chez un médecin pour obtenir du zopiclone, le puissant somnifère retrouvé dans le sang de Marie lors de l'autopsie. En replongeant dans l'historique de son téléphone portable, les policiers apprennent que la veille de la mort de sa femme, vers 22 h, Jacques a consulté une dernière fois Internet. Il va faire une recherche dont l'intitulé est masqué goût amer, parce qu'on sait que le zopiclone est un goût qui peut être un peu amer, et il cherche à le dissimuler. Jacques Prévosto semble déterminé à assassiner sa femme. Pourtant, en auditionnant les proches du couple, les enquêteurs vont s'apercevoir que 15 jours seulement avant le drame, il est redevenu comme par enchantement un mari parfait. Il remet son alliance, il redort à nouveau avec Marie dans le lit conjugal, et donc on affiche un bonheur apparent, un couple retrouvé, soudé à nouveau autour des enfants de la maison. Et d'ailleurs Marie dira elle-même, non ça va, c'est reparti. Elle est heureuse, oui. Ça s'entend à sa voix. Et donc je lui ai demandé si elle disait pas ça pour me rassurer, si c'était vraiment la réalité, si ça s'arrangeait. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, t'en suis pas, ça va. Et puis finalement, on saura quelques semaines plus tard que c'était juste un jeu pour lui, quoi. Le brigadier chef aurait donc imaginé un scénario machiavélique. Il aurait faim de reconquérir son épouse pour regagner sa confiance et pouvoir l'assassiner plus facilement. Il aurait donc tout prémédité. Voici donc, d'après l'accusation, ce qui se serait réellement passé le 5 juillet 2009. Jacques Prévosto aurait entraîné Marie dans le garage pour faire du rangement. Une fois sur la mezzanine, il aurait laissé volontairement tomber une caisse métallique sur la tête de sa femme. Marie! C'est la façon de lui faire prendre des médicaments. C'est le prétexte en lui disant tu es pas bien, je vais te donner un médicament. Marie n'imagine pas un instant qu'il s'agit en réalité de puissants somnifères. Lorsqu'elle commence à être groggy, Jacques propose de la conduire aux urgences. Il pense qu'il va pouvoir la tuer à ce moment-là. Mais je pense qu'à ce moment-là, la dose de médicaments qu'il lui a donnée n'a pas été suffisante pour la rendre inconsciente et que donc il n'a pas pu la faire brûler. Jacques Prévosto a raté sa première tentative d'assassinat, car Marie est encore consciente. De retour à la maison, il lui donne alors une nouvelle dose de somnifère avant le dîner. Une soupe qu'ils partagent en famille. Les dernières minutes de vie de sa femme, c'est un repas en commun avec ses enfants. Ce soir-là, la dernière image que les enfants auront de leur maman est une image terrible. Maman, elle le louchait, maman, elle ratait sa bouche. Maman, elle s'est tachée parce qu'elle n'arrivait plus à mettre la soupe dans sa bouche avec sa cuillère. Ses enfants ont partagé le repas du condamné avec leur mère. C'est dire à quel point Jacques Prévosto est au-dessus de tout. Et quand même d'un cynisme immense. Après le repas, Marie sombre dans un coma profond. Mais elle est toujours en vie. Alors n'en pouvant plus d'attendre, il l'aurait étouffée ou étranglée. Cette fois, Marie est bien morte. Il ne lui reste plus qu'à brûler le corps et à maquiller son crime en accident de la route. C'est ce scénario que vont plaider les avocats de la partie civile au procès de Jacques Prévosto. Un procès qui s'ouvre en juin 2012, devant la cour d'assises de Montpellier.
Ce jour-là, Jacques Prévosto joue très gros. C'est un procès extrêmement tendu qui commence. On sent la pression dans la salle. L'accusé risque la prison à perpétuité pour l'assassinat de sa femme. Quand Prévosto fait son apparition, le silence s'installe dans la salle d'audience. Un silence de cathédrale. On voit arriver un type costaud, carré, les cheveux courts, plutôt beau garçon, bien droit dans le box, et qui dit... Je m'appelle Jacques Prévosto, je suis brigadier chef. C'est complètement exceptionnel d'avoir un fonctionnaire de police dans le box accusé d'assassinat. Jacques Prévosto sera-t-il condamné? Dans la salle, Elisabeth, la sœur jumelle de Marie, attend plus qu'une condamnation. Elle attend des aveux de la part de son beau-frère. Car malgré toutes les preuves qui l'accablent depuis 3 ans, Jacques continue de clamer son innocence. Il bouge pas d'un iota. Et je suis innocent, j'ai jamais fait de mal à ma femme, je suis pas responsable de la mort de Marie, jamais je n'aurais fait ça à la mère de mes enfants. Prévosto s'accroche à la version du suicide. Mais le dernier jour, lorsqu'Elisabeth vient déposer à la barre, c'est le coup de théâtre. Elle va totalement le déstabiliser. Nous avons repris le procès verbal de l'audience pour reconstituer exactement cette incroyable tragédie. C'est vrai qu'il y a déjà une première image saisissante, c'est que c'est la sœur jumelle. Donc elles se ressemblent effectivement, et on a quelque part un peu l'impression de voir tout d'un coup Marie qui arrive dans la salle. Pour ne pas dire le fantôme de Marie. Le même physique, la même voix. Pour Jacques Prévosto, qui sait ce qu'il a fait, le moment est intenable, insoutenable. Moi, ce que je veux, c'est justement qu'il me regarde, et même parce que je suis là, mais Marie aussi est là. C'était le but, qu'il me regarde. Et elle a beaucoup de colère, quoi. Elle a beaucoup de colère, elle lui lance, mais c'est toi qui l'as assassiné, t'oses même pas me regarder. Tu l'as brûlé. Et t'oses dire à tes enfants que t'as rien fait. Ça me réconforte dans l'idée que cet homme est un lâche, parce qu'il bouge pas. Il reste droit, il regarde son mur en face et il me regarde pas. Ça relevait presque du coup de théâtre, on va dire. Hein. C'était un peu dans ces termes-là, c'était du drame en direct. Je sens, avec Jean-Marc Darrigade, je sens que Jacques Prévosto est en train de craquer. Véritablement, on le sent tous les deux. Le face-à-face ébranle Jacques Prévosto. Une suspension d'audience est demandée. Ses avocats le rejoignent alors dans l'arrière-salle de la cour d'assises. On a l'image d'un homme qui est à l'abri du public, à l'abri des regards, il est derrière, il est recroquevillé sur lui-même. Il est ébranlé, quoi, derrière, il est fissuré, et ça fait 5 jours qu'il se bat, qu'il est épuisé, qu'il dort pas la nuit. Véritablement, on sent que Jacques Prévosto est à bout. Et là, il nous dit, mais c'est plus possible, c'est foutu, c'est plus possible. Enfin, des mots qui, pour nous, sont une évidence. Jacques Prévosto est au pied du mur. Ses avocats en profitent pour le pousser aux aveux. On va effectivement lui dire qu'il n'y a plus qu'une chose à faire. Qu'il a son destin en main, surtout le destin de ses enfants, et qu'il lui reste pas grand-chose, si ce n'est l'honneur et la dignité. Et que, quel que soit le crime, un homme peut retrouver son honneur et sa dignité en assumant sa responsabilité. L'audience reprend. Le président donne aussitôt la parole à Jacques Prévosto. Alors on a Jacques Prévosto qui se lève, il y a un silence de cathédrale. J'ai entendu Elisabeth, les larmes. C'est très difficile pour moi. Pour la mémoire de Marie. Pour le pardon de mes enfants. Comme vous le savez tous, je suis responsable. Je suis responsable. Je n'en dirai pas plus, c'est au-dessus de mes forces. Je demande pardon en espérant que ce pardon sera un jour accepté. Ensuite, il s'assied, il met la tête entre ses mains et il ne va plus bouger de la journée. Après 2 heures de délibéré, le verdict tombe. Le brigadier chef est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
L'instinct du gendarme Coquart a donc eu raison du scénario machiavélique de Jacques Prévost. Elisabeth, la sœur jumelle de Marie, lui en sera à jamais reconnaissante. Je suis allée remercier ce monsieur, oui. Lui dire merci pour ce qu'il avait fait. Pour nous et pour Marie. Parce que grâce au gendarme Coquart, oui, Jacques Prévost, qui est parfait, n'a pas réussi le crime parfait. Quelqu'un était là pour le démontrer et il a été le premier à le démontrer. J'étais très ému. Je lui ai dit que j'avais fait que mon travail et j'oublierai jamais ce moment-là. Pour moi, c'est le meilleur remerciement que j'ai eu dans cette affaire, c'est celui-là. Jacques Prévost n'a pas fait appel de sa condamnation. Cet ancien policier a été placé à l'isolement pour purger sa peine. Car au milieu des autres détenus, sa vie pourrait être en danger. Il ne fréquente personne, il ne voit personne, il ne sort en promenade avec personne et il est enfermé dans une cellule 23 heures sur 24. Aujourd'hui, Jacques Prévost vit reclus, enfermé dans ses secrets. Il nous a dit, permettez-moi simplement une amnésie qui me permette de continuer à vivre, de vivre à nouveau. L'affaire Prévost a brisé une famille et laissé 2 enfants de 9 et 11 ans sans parents. Ils grandissent aujourd'hui auprès d'Elisabeth, la sœur jumelle de Marie. Je ne remplacerai pas leur maman, mais... Voilà, il faut qu'ils continuent à vivre, il faut qu'ils continuent à grandir comme tous les autres enfants. Et il fallait qu'ils restent dans la famille de Marie. À présent, 2 histoires d'amour qui, toutes les 2, se terminent en tragédie. La première, c'est celle de Michel Vollet, qui vit à Méché, en Charente-Maritime. Le 15 avril 2008, elle est sauvagement agressée. Elle finit quasi agonisante dans un fossé. Le plus incroyable, c'est que cette mère de famille tranquille de 53 ans, qui donc vient d'échapper à la mort, a été victime d'un contrat avec à la clé un tueur, un commanditaire. Mais qui a donc voulu l'éliminer? L'autre affaire concerne Laetitia, c'est une jolie blonde de 25 ans, tombée du 3e étage de son appartement au Petit-Quevilly, en Normandie. Une chute terrible, évidemment, de 10 mètres qui l'a rendue paraplégique. C'était en janvier 2004. Est-ce vraiment une tentative de suicide, comme l'assure Ludovic, le chauffeur routier qui vivait aux côtés de la jeune femme? Ou est-ce au contraire une tentative de meurtre, comme soutient la victime, désormais en fauteuil roulant? Voici mon conjoint a voulu m'assassiner. Laetitia, une jolie femme amoureuse, a été jetée par la fenêtre. J'ai dû être projetée par là. J'ai du mal à regarder la hauteur parce que ça me fait peur de voir la hauteur que je suis tombée. Après sa chute de 9 mètres, elle se retrouve paralysée. C'est le compagnon de Laetitia qui se retrouve devant les assises. Pour lui, c'est un accident. Il maintient sa position qui a toujours été la sienne, à savoir qu'il n'a jamais voulu la tuer. La version, ça a été, elle était suicidaire et elle a tenté de se suicider et elle dit, pas du tout, c'est lui qui m'a projeté à travers la fenêtre. Que va décider la justice? Michel Vollet a épousé Jean-Marc il y a 30 ans. Un mari qui, depuis, a tenté de l'assassiner. Non, je n'excuse pas. Je n'excuse pas, je pardonne pas. Devant les assises, le mari de Michel et ses 2 autres complices qui voulaient écraser la mère de famille. Les os qui craquent, les dents qui cassent, les dents qui tombent, le sang qui coule dans la bouche, cet acharnement, c'est ce qui reste en fait. Quel sera le verdict? Voici 2 femmes qui ont failli mourir à cause de leurs compagnons. Nous sommes à Méché, en Charente-Maritime. C'est ici que vit Michel, 53 ans. Son mari a tenté de la tuer. Depuis l'agression, elle a du mal à marcher et a perdu ses dents. Ce matin, elle va assister au procès de son ex-mari devant la cour d'assises de Saintes.
Son avocate l'attend sur les marches du palais. Elle a oublié sa calme. Bonjour maître. Bonjour maître. Ça va? Bah, pas beaucoup dormir. Ça c'est ça, monsieur Galra. D'accord, bonjour madame. Et ma petite belle-sœur. À l'arrière du palais de justice, le fourgon de police amène les accusés. En tête, Jean-Claude, le mari de Michel. Derrière lui, les tueurs qu'il a engagés pour éliminer sa femme. Thierry Noireau et sa complice, Evelyne Courtiou. Michel n'a pas revu ses agresseurs depuis le soir du drame. C'était il y a 2 ans. La cour. Dans le box des accusés, Thierry Noireau entre le premier. C'est lui qui devait tuer Michel. Arrive ensuite Jean-Claude Gardra, le commanditaire du meurtre. Enfin, Evelyne Courtiou. Elle conduisait la voiture de Noireau le soir des fêtes. Assise au premier rang, Michel ne les quitte pas des yeux. Elle est soutenue par ses enfants, Aurélie, 29 ans, et Damien, 22 ans. Leur père encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat. Quant à la jeune femme, elle risque 20 ans pour complicité. Incarcérés depuis 2 ans et demi, les 3 accusés vont maintenant devoir s'expliquer. Âge, profession, domicile. 30 ans, ambulancière, voyant. Faut vous asseoir. Bravo Thierry, 51 ans, voyant, monsieur. Vous êtes né quand, monsieur Noireau? 13 ans, 59. À quel endroit? Centre. Et vous, monsieur? Vous pouvez vous asseoir, monsieur Noireau. Monsieur Gabra, Jean-Claude, né à Méché, 3 mars 57. 14 mars 57. Pour Michel, l'émotion est trop forte. Michel, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti quand vous avez vu les accusés entrer dans le box? Très dur. Très dur. Je ne peux pas dire ce que j'ai ressenti. C'était trop fort. Depuis 2 ans, Damien et Aurélie vivent une tragédie. Ils sont déchirés entre leurs 2 parents. Comment vous appréhendez cette journée? Bah, j'ai peur. Enfin, je sais pas. J'ai peur. J'arrive toujours pas à y croire. J'arrive pas. Je suis perdue. Mais en tout cas, pour nous, ils étaient des parents formidables quand même. Ça, c'est sûr, on peut pas dire qu'on a été malheureux. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous espérez là aujourd'hui? Bah, qu'est-ce que j'espère? J'ai plus trop grand espoir. Juste que papa va tenir le coup et que maman va pouvoir reprendre une vie bien et qu'elle va pouvoir être heureuse maintenant. C'est tout. Aurélien et Damien soutiennent leur mère, mais ils n'ont jamais rompu avec leur père. Ils sont allés le voir régulièrement depuis le début de sa détention préventive. En prison, oui, moi quand je travaille, je peux pas, mais on essaie d'y aller 1 fois par semaine quand même, pour garder contact. Et voilà, pour l'assister quand même, parce que c'est pas évident d'être à son âge en prison. Alors, pourquoi Jean-Claude Gardra a-t-il voulu tuer sa femme? Comment se retrouve-t-il aujourd'hui sur le banc des accusés? Nous sommes à Méché, un village près de Royan, en Charente-Maritime. C'est ici que vivent Michel et sa famille depuis plus de 30 ans. En 1976, Jean-Claude rencontre Michel. Elle a 18 ans, elle tombe amoureuse. 2 ans plus tard, ils se marient sous la communauté de biens. Michel donne naissance à 2 enfants, Aurélie et Damien. Une vie de famille heureuse, rythmée par le travail et les vacances en camping-car en Espagne. L'image d'un bonheur apparent, car dans l'intimité, Michel subit les violences de son mari. Je peux pas dire qu'il n'a pas été gentil au début. Puis après, il a fait voir. Une fois marié, il a fait voir ce qu'il était exactement. C'est quoi son caractère, son vrai caractère? Son caractère, c'est un lunatique. Lunatique dur. C'est qu'un jour, il était gentil, le lendemain, il vous aurait tapé dessus et tout, comme si rien n'était. Mais une fois que c'était passé, rien. C'était oublié. Est-ce qu'il vous avait déjà menacé? Menacé souvent. Tu fais pas ça, je tape dessus, je te fais ci. Moi, il m'avait dit, quand on s'est fréquenté, en 76, il m'a dit, si un jour tu me quittes, je te tuerai.
Malgré la violence conjugale, le couple reste uni durant 25 ans. Mari et femme travaillent ensemble. Jean-Claude est passionné par la mécanique. Il fait l'acquisition de 2 centres de contrôle technique, sa grande fierté. Le mari s'occupe des voitures, Michel, l'épouse, de la comptabilité. Tout de suite surgit un problème, l'argent. Car Jean-Claude est très près de ses sous. Le premier contrôle technique était à mon nom, mais je n'avais pas le droit de toucher à la caisse. C'était l'ouvrier qu'on avait qui devait amener à son garage la caisse tous les soirs. Parce que comme il ne voulait pas me donner d'argent, donc il ne payait pas. Il ne voulait pas que j'ai de salaire, je ne méritais pas de salaire. Privé de salaire, Michel Vollet a du mal à faire tourner le ménage. La vie devient difficile, sans oublier les violences que lui inflige son mari. Le climat familial se détériore. En 2007, Michel demande le divorce. C'était plus un soulagement qu'autre chose. Parce que moi, j'étais partie du principe que je ne voulais pas l'argent de lui. Lui qui ne m'en donnait pas quand j'étais mariée. Je ne sais pas ce que je divorçais, que je voulais de l'argent. Je voulais m'enrichir sur son dos, donc ça m'était égal. Et je lui avais dit, il le savait. Hein. Ses sens, j'aurais laissé et tout, je m'en fichais. Si moi je retravaille, je ferai des heures de ménage. Mais ton argent, j'en veux pas. Au moment de la séparation, l'épouse envisage différemment l'avenir. Son ex-mari quitte la maison. Elle pense enfin être heureuse. Elle retrouve un emploi de femme de ménage dans un supermarché. Elle ne sait pas qu'un plan machiavélique se trame derrière son dos. Nous sommes à l'été 2007. Thierry Noireau est ambulancier. C'est un vieil ami de Jean-Claude Gardra. Comme d'habitude, il vient effectuer le contrôle technique de sa voiture. Jean-Claude lui confie ses soucis. Il est en plein divorce et surtout, il refuse de partager ses biens avec Michel, comme la loi l'y oblige. Il décide donc une solution radicale. Faire éliminer sa femme. Il propose un contrat à Noireau. 80 000 € pour tuer. L'affaire est conclue. Mais Noireau ne veut pas tuer lui-même l'épouse. Il cherche quelqu'un pour exécuter le contrat à sa place. Il tente en vain de recruter un homme qui pourrait faire office de tueur à gages, comme Damien, un de ses amis. Moi, il m'avait proposé de faire le contrat. Il fallait faire exécuter un homme, quoi. Parce qu'il y avait un problème de divorce et que le mari allait tout perdre, quoi. Donc il m'a dit il y aura ce contrat à faire. Bon, au départ, il fallait transformer ça en accident. Voilà, donc soit il fallait percuter ou il fallait que ça fasse passer en accident. De part, je trouvais ça à la rigolade, quoi. Et j'ai vu qu'après, ça rigolait plus, donc j'ai arrêté de répondre au téléphone, quoi. Personne n'accepte. Finalement, Noireau se résigne à la sale besogne. Il tuera lui-même. Mais le tueur amateur a besoin d'un complice pour conduire la voiture. Il en parle à une collègue ambulancière, Evelyne Courtiot. Elle accepte de lui servir de chauffeur pour 6 000 €. L'heure du crime est fixée le 15 avril 2008 à 4 h du matin. Michel quitte son domicile pour aller travailler. Quelques centaines de mètres plus loin, une voiture en feu de détresse bloque la route. Elle s'arrête. Aussitôt, Noireau se précipite et la menace avec une arme pour la faire descendre de sa voiture. Michel croit être victime d'un voleur. Elle lui laisse sa voiture et s'enfuit en courant. Noireau prend le volant et la percute en marche arrière. Il lui roule sur le corps à plusieurs reprises et la laisse pour morte. Il abandonne la voiture de Michel, rejoint sa complice Evelyne Courtiot et le couple prend la fuite. Quelques minutes plus tard, Evelyne Courtiot a un doute. Et si l'épouse n'était pas morte? Le couple fait demi-tour et revient sur les lieux. Michel est encore consciente. Alors cette fois, Evelyne n'est plus seulement chauffeur, elle prête main forte à Noireau. Il s'acharne sur Michel. Il lui tranche la gorge avec un cutter avant de la laisser agonisante dans le fossé. Michel a les dents cassées, la gorge tranchée et les membres brisés. Mais elle survit. Elle est retrouvée au petit jour par un automobiliste. Emmené aux urgences, Michel est transféré à l'hôpital militaire de Bordeaux sous une fausse identité pour assurer sa sécurité. Une enquête est ouverte. Grâce aux écoutes téléphoniques, les gendarmes établissent très vite le lien entre les deux agresseurs et son ex-mari. 1 mois et demi après les faits, les 3 suspects sont arrêtés. Ils passent aux aveux et sont placés en détention provisoire. Quand elle apprend que son ex-mari a commandité son assassinat, Michel refuse de le croire. J'ai mis 6 mois avant d'accepter. Même aux gendarmes, je leur disais que c'était des menteurs. C'est le père de mes enfants,
quand même, il n'a jamais pensé à une chose pareille. Même si Michel ne veut pas d'argent, au moment du divorce, la moitié des biens du ménage lui revient. Leur patrimoine, la maison et les 2 garages, est évalué à 450 000 €. Michel doit en récupérer la moitié, soit un peu plus de 200 000 €. Et ça, son mari ne le supporte pas. Mais Michel est loin d'imaginer qu'il va la faire tuer plutôt que de partager. Non, j'arrive pas à m'expliquer ce geste, j'arrive pas... Parce que moi, je dis pour l'argent, on n'est pas rendu à être des meurtriers quand même. Il l'avait commandité, hein, donc... Il y a des preuves comme quoi il avait commandité depuis 2007, donc... Depuis, Michel ne sort quasiment plus de chez elle. Elle ne supporte pas le regard des autres. Ses séquelles sont psychologiques, mais aussi physiques. Elle a perdu ses dents. Les os de son bassin ont été broyés. Elle n'a plus la force de se tenir debout pendant plus d'1 heure. Elle a dû quitter son travail. Aujourd'hui, elle s'occupe de son petit-neveu pour ne plus penser à tout ça. On survit. On vit pas, on survit. Je peux pas m'imaginer que c'est qu'on a voulu ma mort. Donc. Même au jour d'aujourd'hui, hein, c'est trop dur, c'est trop... J'accepterai peut-être un jour. Mais pour le moment, non, c'est pas la peine, c'est pas... Les 2 qui m'ont tapé dessus, c'est des tortionnaires. Hein. Faut pas oublier que... Pour moi, c'est pire que des monstres. Hein. À Méché, au moment des faits, l'histoire de ce terrible traquenard fait le tour du village. Ici, tout le monde se connaît. C'est la consternation générale. L'affaire Gardera, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est mon cousin. On a été surpris, quoi, en fin de compte. On ne sait pas ce qui s'est passé, parce que bon, c'est pas le garçon en faire ça en principe. Oh, j'ai dit c'est pas possible, parce qu'il est tellement gentil, tellement aimable, ce garçon. On le connaît depuis tout petit. On a dit c'est pas possible, c'est pas possible. Mais bon, tous les journaux en ont parlé. Et c'est vrai que j'ai vu sa femme estropiée, c'était affreux. Hein. Ben, ça a surpris tout le monde. On peut pas croire des choses pareilles. On n'est pas dans la tête des gens. Ils étaient gentils tous les 2, on discutait, tout. Je sais pas. J'espère que c'est pas vrai, que c'est pas lui. Maintenant, on peut pas faire contre la justice. Retour au palais de justice. Michel est avec sa sœur. Elle attend la reprise de l'audience. Soudain, le frère de Noirot vient la saluer. Lui non plus ne parvient toujours pas à comprendre le geste de son frère. Faut qu'elle craque, faut qu'elle craque. Et ça, ces paroles-là, je peux pas les oublier. Tout ça pour 80 000 €. Ils n'auraient jamais eu, hein. Ils auraient jamais 52 millions. Ils n'auraient jamais eu. Il faut pas acheter, hein. Non, de toute façon, en connaissant Gardera, ils les auraient jamais eu. Jamais. Ça, c'est sûr. Et bon, c'est comme ça. C'est moche pour tout le monde. Pour tout le monde. À présent, la Cour va examiner la personnalité des accusés. La Cour. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Pour commencer, la présidente interroge Evelyne Courtiou. Comment cette jeune femme de 30 ans a-t-elle pu accepter d'être complice d'un meurtre en échange de 6 000 €? Les experts psychologues mettent en avant une enfance difficile et des carences affectives. Elle est décrite comme une jeune femme impulsive, mythomane et attachée à l'argent. Pour son avocat, Maître Sillard, Evelyne est une personnalité difficile à cerner. C'est un personnage qui va jamais au bout de ses rêves, j'ai l'impression, qui se refuse le bonheur, vous avez bien vu. Le psychiatre, je crois, a assez bien expliqué les difficultés qu'elle rencontre, mais la caractéristique, c'est qu'on les retrouve à chaque étape de sa vie, dans tous les domaines, professionnels, affectifs, même au niveau de ses logements. C'est toujours, au dernier moment, une fuite, un gâchis, en définitive, qu'on trouvera jusque dans le dénouement de cette affaire. Puis c'est au tour de Noirot. C'est lui qui roule sur Michel et qui s'acharne sur elle avec une violence inouïe. Pour l'entourage de cet ambulancier de 51 ans, c'est la stupeur. Père de famille, en couple depuis 26 ans, il est décrit comme un homme jovial, serviable et non violent. Sa concubine est très en retrait par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Elle a très mal vécu de découvrir ce second personnage, parce que finalement, elle l'a dit à l'audience. Elle nous a dit, c'est pas l'homme avec qui j'ai vécu pendant 25 ans. À la suspension d'audience, Michel se confie à son avocate.
Les mots qu'elle a entendus le soir du drame restent ancrés dans sa mémoire. Ce qui m'a marqué le plus, c'est les paroles « faut qu'elle crève, faut qu'elle crève ». Et ça, ils ne le disent pas encore. Mais ils l'ont dit. Ça sera évoqué demain. Ah, parce que moi, je veux qu'ils le disent, ça. Je dis pourquoi ils sont revenus. Parce qu'ils voulaient me repasser dessus pour être sûr que j'étais morte. C'est tout. Dans le box des accusés, l'ex-mari de Michel, décrit comme un homme rude et avare, peine à répondre aux questions de la présidente. Alors, qui est-il vraiment? Un père de famille modèle ou un tueur froid et cynique? Pour son avocat, Jean-Claude Gardra était dépassé par les événements. Monsieur Gardra, c'est un homme qui est attaché à son travail, qui est attaché à sa famille, qui vit, comme d'autres personnes, un divorce difficile, qui dérape par une longueur qu'il a du mal à comprendre, avec une impossibilité d'arriver à se mettre d'accord avec son épouse. Je dirais que M. Gardra, c'est un homme tout simple qui se trouve confronté à quelque chose de dramatique. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez là dans le bain? Aucun sentiment, rien. Non, aucune émotion, rien du tout. Bonsoir madame, et bon courage et bonne nuit. Pour la sœur de Michel, la culpabilité de Gardra ne fait aucun doute. Dès qu'on nous avertit, j'ai tout de suite, moi, pensé à lui. Tout de suite. Parce que je savais qu'ils étaient en liquidation pour le divorce. Et j'ai tout de suite pensé à lui, parce que je sais que dès qu'on touche à ses sous, il est fou. Et je lui avais souvent dit qu'il fallait qu'elle divorce. Et puis elle disait que non, parce qu'elle avait peur. Maintenant, on sait pourquoi. De toute façon, il sera méchant, si je divorce, il me fera du mal. Et puis effectivement, il lui a fait du mal. Il lui a bouffé sa vie. Cette première journée d'audience a été très éprouvante pour Michel. Le lendemain matin, une amie d'enfance, Sylviane, vient la chercher pour l'emmener au tribunal. Aujourd'hui encore, elle a du mal à croire que Jean-Claude Gardra ait pu vouloir tuer sa femme. Devant les gens, c'était quelqu'un de plutôt correct, gentil, jamais un mot plus haut que l'autre. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un comme ça. En tout cas, pour Sylviane, Gardra est un homme violent et possessif. C'était, disons, sa chose. Il en faisait ce qu'il voulait. Et il ne voulait pas divorcer. Et comme elle avait gagné, enfin, comme ils étaient là, divorcés, c'était fini. Il savait qu'il n'a plus aucune prise sur elle. Et ça, c'est ça qu'il n'a pas apprécié du tout. D'ailleurs, beaucoup de monde vont avoir du mal à accepter ce qu'il a fait. Hein? Oui. T'as la peau solide. J'espère que tu vas y rester encore solide. D'accord? Bon. Depuis le drame, Michel ne peut plus conduire sa voiture. Elle n'est plus capable de faire ses courses toute seule. Ses agresseurs lui ont pris aussi son indépendance. Comment la justice va-t-elle sanctionner le geste criminel du mari de Michel? Quand on entend tout ce qu'ils ont fait, comment on appelle ça? C'est morbide. Voilà, c'est morbide, c'est tout. Comment vont réagir les enfants du couple? C'est horrible. Et vous découvrirez également le calvaire de Laetitia. Il a vu deux faces, quoi. Son côté très jaloux et un côté vraiment très gentil, l'homme parfait, quoi. Son compagnon l'a défenestré. Une chute qui a brisé sa vie. Michel Vollet, une mère de famille de 50 ans, a failli mourir à cause de son mari. Son époux a commandité le meurtre de sa femme à l'aide de deux complices. Le trio, arrêté, comparaît aux assises. C'est le deuxième jour du procès. Les trois accusés arrivent au palais de justice. Aujourd'hui, leurs témoignages vont être confrontés à celui de la victime. Ce matin, à l'audience, la parole est donnée à Michel. À la barre, elle raconte leur vie de couple, les problèmes d'argent et les souffrances endurées.
J'ai senti qu'elle se libérait, qu'elle disait un certain nombre de choses, qu'elle avait besoin de dire ces choses-là, avec une crainte énorme, c'est bien sûr de faire du mal à ses enfants, puisque Monsieur Gardera est le père de ses enfants, donc en disant tout ce qu'elle avait à dire, en disant tout ce qu'elle avait subi de la part de son mari, c'était aussi de faire découvrir à ses enfants une autre image de leur père. Pour Aurélie et Damien, la vérité est difficile à entendre. Là, le deuxième jour, c'est assez spécial parce qu'il retrace le divorce de mes parents. On le savait, mais c'est clair que nos parents ont tout le temps fait pour qu'on soit au mieux, que ce soit ma soeur ou moi. Et après, c'est clair qu'à côté de ça, entre eux, il y avait des conflits. Voilà. On ressentait quand ils se respectaient et tout ça, mais sinon, non, là... Oui, sinon, c'est ce qui nous a bouffé la vie, quoi, ça c'est sûr. C'est ce fric. Même encore, l'histoire, c'est encore une histoire de fric. Quant à Thierry Noireau, s'il accepte ce contrat, c'est aussi pour de l'argent. Mais il n'a rien d'un tueur professionnel. Il parle trop. L'histoire du contrat se répand dans la région bien avant la nuit du drame. Elle arrive même aux oreilles des gendarmes. Une enquête préliminaire est ouverte, des écoutes téléphoniques et des contrôles routiers sont mis en place. Pourtant, les gendarmes ne feront rien pour arrêter les auteurs. On savait qu'il y avait un contrat sur une personne qui habitait Méché et on savait qui était chargé d'exécuter ou de faire exécuter ce contrat, en l'occurrence Monsieur Noireau. Cette affaire-là, elle se serait arrêtée si les gendarmes avaient pris le téléphone en disant « Monsieur Noireau, dites donc, voilà ce qui se dit à votre propos, qu'en est-il réellement, vous pouvez passer à la gendarmerie, on va en parler, etc. » Et c'est fini, il n'y a plus d'histoire. Madame Vollet, elle n'est pas agressée. Mais rien n'arrête le plan machiavélique. Quelques jours avant la tragédie, Jean-Claude fournit à Noireau les renseignements nécessaires pour passer à l'action. Il sait à quelle heure Michel part de chez elle et quel chemin elle emprunte. Mais le scénario n'est pas au point. Noireau ne sait pas comment s'y prendre. Alors le moment venu, il improvise. Il se déchaîne. Elle se souvient de son agresseur qui revient, qui la découvre, à qui elle dit d'ailleurs sauvez-moi, sauvez-moi, je vais être agressée, et qui là la tape et la tape et la tape. Et c'est vrai que ces mots ont été forts. Les os qui craquent, les dents qui cassent, les dents qui tombent, le sang qui coule dans la bouche. Et ça, pour elle, cet acharnement, c'est ce qui reste en fait. Et c'est peut-être, il y a peut-être des choses qui reviendront avec le temps, mais je pense que ça a tellement été violent, ça a tellement été fort, que c'est vraiment ce qui lui reste. Une fois le travail accompli, les deux agresseurs gardent avec eux les armes du crime. Le câble avec lequel ils ont frappé Michel et le pistolet qui porte toujours les empreintes de Noireau. Je crois que ça participe à l'ensemble de l'opération. C'est une opération de pied nickelé d'un bout à l'autre, faite par des amateurs. Ils savent peut-être au fond d'eux-mêmes qu'ils vont être pris parce que ça a tellement été raté, lamentable, que c'est pas la peine de détruire les affaires. La cour. La cour va maintenant tenter de déterminer la responsabilité de chacun des accusés. Dans le box, les deux hommes se rejettent la faute. La responsabilité de M. Gardera, qui se sent responsable, mais pas nécessairement coupable de ce qui est arrivé, c'est de ne pas avoir cru que Noireau était capable de ce qu'il allait faire. Pour Michel, il n'y a aucun doute. C'est bien son ex-mari qui est responsable de tout. Il n'a pas tapé, mais il est coupable d'avoir commandité quand même. Vous pensiez capable de faire une chose pareille? Franchement, non. Pas du tout. Contrairement aux deux autres accusés, Evelyne Courtiou reconnaît sa responsabilité dans ce drame. Son niveau de responsabilité n'est pas négligeable, mais vous avez vu, c'est assez paradoxal parce que je crois que c'est la seule qui assume vraiment. Elle vient de dire à la victime qu'elle avait droit à la vérité et en même temps, elle a quand même fait, c'est pas elle qui décide, c'est-à-dire que elle obéit aux ordres, elle est pas la cinquième roue du carrosse, mais quand même, ça, à mon avis, sa responsabilité est moindre que celle des deux autres. L'amateurisme des tueurs consterne les avocats et les magistrats eux-mêmes. Je trouve qu'elle a su, c'est déjà ça. Quel amateurisme. Jusqu'à la dernière seconde. On peut être amateur et se lancer dans des projets ahurissants de ce style. Fin de la deuxième journée. Et les accusés retournent dormir sous les verrous. Demain, ils seront fixés sur leur sort. Troisième et dernier jour du procès. Michel attend le dénouement avec impatience.
Bah, la journée, heureusement que c'est la dernière, sinon une de plus, non. Je serais pas supportée. Vous avez hâte d'être à ce soir? Oui. Très hâte. Hier, c'est fini, on n'en parle plus. C'est épouvantable, hein. Quand on entend tout ce qu'ils ont fait, là, d'avoir appris tous les coups qu'ils m'ont donnés, qu'ils sont revenus, et puis... comment on appelle ça? C'est morbide. Voilà, c'est morbide, c'est tout. Bon, après on verra. On va voir. La matinée démarre par la plaidoirie de l'avocate de Michel. Pendant 1 heure, Maître Grévin revient sur la vie de famille et son issue tragique, sur le traumatisme des enfants et la douleur de Michel. C'est à présent à l'avocate générale de faire son réquisitoire. Elle requiert à l'encontre des accusés 30 ans de réclusion pour les 2 hommes et 20 ans pour la jeune femme. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Les 3 plaidoiries de la défense s'enchaînent toute l'après-midi. Enfin, la présidente donne une dernière fois la parole aux accusés. Thierry Noireau est le seul à exprimer des regrets. Les jurés doivent maintenant délibérer. Une longue attente commence pour les familles. Pour la première fois depuis le début du procès, Aurélie va voir l'avocat de son père. Elle a besoin d'un conseil. Un moment très dur, l'émotion, etc. Restez ce que vous êtes très bien depuis le début. Restez en retrait malgré que vous soyez broyé par toute cette affaire. Ce drame a bouleversé la vie de la jeune femme et de son frère. Aurélie était coiffeuse, Damien étudiant. Aujourd'hui, elle a repris le centre de contrôle technique de ses parents. Son frère a abandonné ses études pour se lancer dans la mécanique. Il travaille dans le 2e garage familial. On est en train de reprendre les centres, on va essayer de les sauver. C'est important pour vous aussi de sauver l'entreprise. Oui. Pour maman aussi. Sur le banc des accusés, Jean-Claude Gardra attend le verdict en tremblant. Après 3 heures de délibération, le verdict tombe. Les accusés sont reconnus coupables de tentative de meurtre avec préméditation. Jean-Claude Gardra et Thierry Noireau sont condamnés à 22 ans de prison. Evelyne Courtiou écope de 14 ans pour complicité. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu mérites. Et pour les autres, pour Noireau? Pareil. Vous êtes satisfaite? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez juste me dire ce que vous pensez du verdict? Vous savez. C'est difficile pour vous. Oui. Pour les enfants des accusés, les peines sont difficiles à accepter. La fille de Thierry Noireau embrasse son père une dernière fois avant qu'il reparte en prison. Les enfants de Michel, eux, restent avec leur mère. Très soulagée. Vous avez l'impression que maintenant que le procès est passé, vous allez pouvoir plus ou moins tourner la page? Avant le procès, vous vous demandiez pourquoi il avait fait ça. Est-ce que vous avez une réponse à cette question maintenant? Pas plus. Laetitia Chigot était une jeune femme épanouie et heureuse. Un jour, elle rencontre Ludovic, le grand amour. C'est aussi un petit peu le rêve que je voulais, quoi. Avoir une famille, une maison, c'est ce qu'il voulait aussi, quoi. Tout commence en 2003. Laetitia a 25 ans, elle est conseillère clientèle chez un opérateur de téléphonie et élève seule son petit garçon. Séparée du père de son fils, elle fait la rencontre de Ludovic. Ce chauffeur-livreur de 29 ans va tout faire pour la séduire. Et même si Laetitia n'est pas prête à entamer une nouvelle relation, Ludovic ne se décourage pas. Dès les premiers rendez-vous, il se montre très insistant et au bout de 15 jours, il s'installe chez elle. Mais très vite, l'homme prévenant et attentif révèle sa vraie personnalité. Il avait 2 faces, quoi. Son côté très jaloux et un côté vraiment très gentil, l'homme parfait, quoi. Au niveau de sa jalousie, ça s'est dégradé de plus en plus. C'était verbalement, donc c'était des gros mots, donc il haussait le ton.
il faisait la tête. Petit à petit, j'étais de moins en moins heureuse, quoi, à cause de sa jalousie, quoi. Laetitia menace de le quitter, mais Ludovic parvient toujours à la retenir. J'ai essayé de partir, et il me retenait en larmes, tout ça, donc je le voyais pleurer, donc je me disais, peut-être demain ça ira mieux, ça ira mieux. C'était aussi un petit peu le rêve que je voulais, quoi, avoir une famille, une maison, c'est ce qu'il voulait aussi, quoi. Sabrina a été le témoin de cette étrange relation avec Ludovic. Quand elle a rencontré Ludovic, c'était la femme heureuse, voilà, je redémarre une nouvelle vie, voilà, je vais te le présenter, c'est un homme merveilleux, c'est l'homme idéal. Et puis, les problèmes qui ont commencé, quoi. Laetitia a commencé à me dire, voilà, il y a certaines choses qui ne vont pas, qui ne me conviennent pas, etc. Des petites anecdotes, elle me disait, en fait, il savait combien de temps elle mettait pour rentrer. De son travail. Donc en fait, quand elle finissait tard le soir, si elle n'était pas rentrée à l'heure que lui avait approuvée, c'était des scènes, quoi. Il lui faisait des scènes de jalousie, qu'est-ce que tu as fait, etc. Donc après, en fait, Laetitia, elle me disait, mais je deviens complètement parano, j'ai peur tout le temps d'être en retard, je me dépêche. Et après, pareil, c'était, je pense, la spirale infernale. Il y avait une telle emprise sur elle qu'on ne se voyait plus du tout. Ludovic fait tout pour l'isoler. Après son travail, Laetitia doit rester enfermée dans son appartement. Au bout de plusieurs semaines, elle n'a plus personne à qui parler. Donc finalement, j'avais plus d'amis, quoi. Je me suis retrouvée sans amis. Je voyais que sa famille, quoi. Il n'y avait que sa famille. C'est dans la maison des parents de Ludovic que Laetitia doit passer le plus clair de son temps. Puis finalement, je suis rentrée dans un cercle où j'ai pas pu m'en sortir. Et au bout d'1 an et demi de vie commune, leur histoire d'amour va virer au cauchemar. Nous sommes le 30 janvier 2004. Ce soir-là, le couple fête un anniversaire. Après la soirée bien arrosée, une dispute éclate dans la chambre. Il est 3 h du matin. Ludovic veut avoir une relation sexuelle, mais Laetitia refuse ses avances. C'est de là que tout a commencé, donc il a commencé à me frapper, puis à vouloir me violer. Ludovic s'acharne contre sa compagne. C'est un déchaînement de violence. J'étais complètement traumatisée, hein. Je me dis, c'est un cauchemar. Il avait jamais été comme ça, hein. Et puis, non, je me suis dit, il faut que j'aille quelque part. Alors, donc j'ai été dans la salle de bain. Et donc il essayait d'ouvrir la salle de bain. Donc il avait pris un tournevis. Et puis j'ai toujours du mal à en parler à un moment donné. Fou de rage, Ludovic rentre dans la salle de bain et la traîne jusque dans la chambre. Et à un moment donné, donc il a ouvert la fenêtre. C'était très très vite. Ludovic la projette par la fenêtre. Laetitia tombe du 3e étage, une chute de 10 mètres. J'étais comme accrochée dans le sol. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ludovic descend les 3 étages et la remonte dans l'appartement. Quand ils m'ont remonté, donc j'ouvrais les yeux dans les escaliers, je voyais ses chaussures marron. Donc j'étais complètement paniquée, et puis je dis, écoute, je sens plus mes jambes. Je appelle les secours. Et il se met à me regarder, il me dit, de toute façon, il me dit, t'es foutu. Donc je me suis dit, je vais me réveiller, et puis demain, ça va être qu'un cauchemar, quoi. Laetitia a la colonne vertébrale brisée. Mais Ludovic la laisse par terre dans la chambre, à côté du lit. Alors qu'elle souffre et le supplie de la secourir, Laetitia passe toute la nuit sur le sol. C'est seulement 7 heures plus tard que Ludovic appelle le SAMU. La jeune femme est emmenée immédiatement à l'hôpital. Donc j'étais pris en charge et ensuite on m'a opéré. Laetitia survit, mais elle est paraplégique. Elle va vivre dans un fauteuil jusqu'à la fin de sa vie. À ce moment-là, elle est persuadée que son histoire avec Ludovic est terminée. Et qui je vois arriver, je pensais pas du tout qu'il allait arriver, hein. Je me suis dit, il va pas venir. Et lui, il arrive, l'air de rien. Il arrive à côté, il me prend la main et tout. Je suis bon. Donc moi, j'étais complètement
paniqué, quoi. Je me suis dit, avec tout ce qu'il m'a fait, moi j'avais pas oublié ce qu'il m'avait fait. Il pensait peut-être que j'avais oublié, mais moi j'avais pas oublié. Et sa sœur me caressait le visage comme ça. Et après elle me dit, bah, si vous voulez, je vous laisse tous les deux en amoureux. Pour Laetitia, c'est l'effroi. Pourtant, elle se tait. La jeune femme est terrorisée. À l'hôpital, Ludovic vient la voir tous les jours comme si de rien n'était. Il dit à tout le monde que sa compagne a voulu se suicider. Laetitia, elle aussi, cache la vérité, même à ses amis les plus proches. Tu voulais pas en parler, tu disais que tu pensais à l'avenir, que c'était du passé. Et je crois que tu avais dû me dire que tu étais tombée en voulant récupérer un jouet à Juliane. Sûrement. Moi, je l'ai pas cru. Mais moi, je me suis dit, c'est lui qui lui a fait du mal. J'en étais persuadée. La mère de Laetitia a toujours pensé, elle aussi, que Ludovic était responsable. Quand je suis arrivée chez eux, il me dit, elle a fait le con. Alors moi, elle a fait le con, bon, il me dit oui, elle a voulu se suicider, bon, enfin bref. Et quand on allait voir Laetitia à l'hôpital, s'il était là, elle était carrément... elle pouvait pas plus rien dire, quoi. Nous, on était au bout du lit, comme si on n'existait pas. Je disais, c'est bizarre, il est tout le temps confiné auprès d'elle, comme si qu'il l'empêchait de parler. Une fois, il y a un ami qui est venu, c'était un ami d'enfance à Laetitia, mais il a apporté des fleurs, mais il avait redit, mais... Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est à l'hôpital, allongée, elle peut pas bouger, et puis il est encore jaloux à ce point-là. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a dû lui en faire vivre avant? Pourtant, après 9 mois de rééducation, Laetitia sort du centre spécialisé. Elle ne marchera plus jamais. Mais contre toute attente, elle retourne vivre avec Ludovic. Et lui me disait, de toute façon, si on se sépare, jamais tu retrouveras quelqu'un, personne ne voudra d'une fille comme toi. Donc c'est vrai que moi je croyais. Et le cauchemar recommence. Alors qu'elle est en fauteuil roulant, les violences reprennent de plus belle. Après 6 mois de vie commune, elle met Ludovic dehors, mais il continue de la harceler. Il revenait tous les jours. Il me téléphonait sans cesse. Il m'avait supprimé ma carte bleue, mon chéquier. De toute façon, il savait que je ne pouvais pas sortir de chez moi, donc je me suis dit, faut que je fasse... Faut que je trouve le moyen, puis j'avais besoin de porter plainte, de raconter ce qui s'était passé, même si c'est pas facile. Laetitia décide alors de porter plainte. Elle va enfin briser le silence et mettre un terme à ces années de souffrance et de terreur. Tout le monde découvre son calvaire. La vérité éclate dans la presse locale. Pour son entourage, c'est le choc. Moi, j'ai découvert toute l'histoire en fait dans les journaux. J'ai pas été étonnée, mais bon, ça fait mal. Ludovic est jugé devant la cour d'assises de Rouen en septembre 2009. Moi d'abord, je l'ai dit au tribunal, c'est un assassin, il a tué les jambes de ma fille. J'avais tout ça, c'est... Il faut qu'il y ait une justice, mais il faut y croire, quoi. Après 3 jours de procès, Ludovic est reconnu coupable de tentative de meurtre. Il est condamné à 16 ans de prison ferme. Quelques jours plus tard, il fait appel de cette décision. Pendant 1 an, Laetitia a attendu cet appel. Aujourd'hui, elle se prépare à vivre ce 2e procès. Pour la première fois, elle revient sur les lieux du drame. J'ai dû être projetée par là. De quelle fenêtre, c'est quel endroit? Tout en haut. J'ai du mal à regarder la hauteur parce que ça me fait peur. De voir la hauteur que je suis tombée. Laetitia n'oubliera jamais la nuit où son compagnon a essayé de la tuer. Tout ce que j'ai, entrepris, a été du jour au lendemain brisé, quoi. Aujourd'hui, Laetitia tente de se reconstruire. Depuis 2 ans, elle a un nouveau compagnon, avec lequel elle a eu une petite fille âgée de 9 mois. Pour le moment, elle s'occupe seule de son 2e enfant, car le couple ne vit pas ensemble. Sa nouvelle vie est aussi rythmée par les séances de rééducation, 2 fois par semaine. Les médecins ne lui laissent aucun espoir, mais Laetitia veut continuer à croire qu'elle remarchera un jour. Pour moi, c'est comme si c'était hier. C'est pas comme si c'était il y a 6 ans. Parce que c'est vrai que 6 ans, ça paraît énorme quand même. Mais j'ai pas encore fait le deuil, entre guillemets. Enfin, on peut appeler ça un deuil.
Déjà au niveau du fauteuil, que j'accepte pas. Je supporte pas le fait d'être en fauteuil. Je me sens inférieure aux autres. Le procès en appel a lieu demain. Laetitia a rendez-vous avec son avocat pour se préparer à cette nouvelle épreuve. Bonjour Laetitia. Son ancien compagnon va plaider une fois de plus la thèse du suicide. Un argument qui ne tient pas la route pour l'avocat de Laetitia. Les violences qui entraînent une infirmité permanente, c'est un crime. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir voulu vous tuer. Il a failli vous tuer. C'est miraculeux que vous ne soyez pas morte, c'est miraculeux. Bah, de plus, comme il m'a remonté, puis il m'a laissé plus de 6 heures par terre, c'est sûr, aujourd'hui, souvent, je me demande comment j'ai fait pour ne pas mourir. Voilà, puis ça aurait pu être pire. Bon, ça va, je suis dans un fauteuil, mais ça aurait pu être pire, c'est ce que je me dis. Nous sommes au palais de justice d'Évreux. Laetitia arrive pour assister au procès en appel de Ludovic Dorin, l'homme qui a brisé sa vie. Il l'a jeté par la fenêtre du 3e étage. Une chute de 10 mètres. Vous appréhendez le moment où vous allez le voir? Ouais. Et puis ses avocats, puis sa famille. Mais surtout lui, j'appréhende de le revoir. Dans la salle d'audience, Laetitia n'est pas seule. Elle retrouve sa famille et ses amis, venus la soutenir. 1 an après le premier procès, son père et sa mère s'apprêtent à revivre cette épreuve à ses côtés. Le procès va s'ouvrir. Maître Vigier, son avocat, vient rassurer Laetitia. Face à lui, Maître Noël, l'avocat de l'accusé. C'est alors que Ludovic fait son entrée dans le box. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Pour Laetitia, le face-à-face est insoutenable. Elle détourne le regard. J'ai pas regardé, je regardais ses avocats, donc oui, je préfère pas. Moi, je l'ai entrevu. Mais sans, oui, ça fait toujours du mal. Dans la salle d'audience, Laetitia a le soutien d'une autre femme, victime, elle aussi, de la violence de l'accusé. Elle s'appelle Stéphanie. Elle a été la première compagne de Ludovic Dorin. Pendant 5 ans, elle aussi a subi ces violences. Et comme au premier procès, elle porte plainte aux côtés de Laetitia. 10 ans après leur séparation, Dorin la terrorise toujours. Même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal à le regarder. J'ai toujours cette peur vis-à-vis de cet homme-là. Là, vous l'avez vu, hein? Je l'ai vu, oui. Des fois, il est en train de me regarder. Je suis mal. Dès qu'il est là, je suis mal, en fait. J'ai extrêmement peur de cet homme-là. L'histoire de Stéphanie ressemble à celle de Laetitia. Quand elle entame une relation avec Ludovic, il n'a que 21 ans. Et son comportement dérape très vite après leur rencontre. La première fois que j'ai été battue par cet homme-là, ça a été quelques mois après, parce que j'avais fait tomber un trousseau de clés dans du sable. Pourtant, ils décident de vivre ensemble. Stéphanie va alors subir la jalousie compulsive de son compagnon pendant 5 ans. Les violences ont continué parce que soit j'avais 5 minutes de retard à mon travail, ou parce que j'avais discuté avec un collègue de travail, ou parce que j'avais regardé un homme torse nu à la télé. Enfin, c'était toujours violence physique, violence morale, abus sexuels. Et jusqu'au jour où j'ai fini par dire qu'il fallait que je le quitte. Donc je suis partie en mai 2000. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. En septembre 2009, lors du premier procès, Ludovic Dorin avait été condamné à 16 ans de prison. Aujourd'hui, en appel, il espère réduire sa peine. Mais il risque aussi beaucoup plus, jusqu'à 30 ans de réclusion. Ludovic Dorin continue à dire qu'il est innocent. Lors du premier procès, il avait prétendu que Laetitia avait voulu se suicider, qu'elle avait sauté toute seule à travers le Velux. Il maintient sa position quant à qui a toujours été la sienne, à savoir qu'il n'a jamais voulu la tuer. Laetitia, elle, maintient que son ex-compagnon a vraiment voulu la tuer. L'avocate générale est de son avis. La version, ça a été, elle était suicidaire et elle a tenté de se suicider et elle
Elle s'est retrouvée 9 mètres plus bas et elle dit pas du tout, c'est lui qui m'a projeté à travers la fenêtre. Ludovic Dorin réussira-t-il à convaincre les jurés? L'audience va bientôt commencer, mais contre toute attente, l'accusé quitte le box. Moment de flottement dans la salle. Les magistrats, eux aussi, désertent le prétoire. Les victimes ne comprennent pas ce qui se passe. En fait, l'accusé renonce à faire appel. Il a peur de prendre une peine plus lourde. La présidente vient donner l'explication aux familles. C'est un peu particulier parce que l'accusé entendrait plus ou moins se désister de son appel, donc il y a des choses à vérifier. Donc vous allez patienter un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Coup de théâtre. En réalité, l'accusé veut échapper à son procès. Mais en a-t-il le droit? Tout le monde se plonge dans les textes. Si Ludovic Dorin renonce à faire appel, c'est parce que son avocat vient d'apprendre que le rapport des experts est accablant. Il conclut clairement que Laetitia a bien été projetée par le Velux. J'ai pas du tout envie de dire ça avec C'est des expertises contre lesquelles il est difficile d'opposer une argumentation inverse, sachant tout le poids qu'on donne habituellement aux experts. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a conseillé à M. Dorin, par mesure de précaution, de se désister de son appel. Les experts ont été beaucoup plus catégoriques qu'en première instance et ils n'ont retenu comme hypothèse que la tentative d'homicide volontaire. Là, ces avocats ont été très très inquiets. Enfin, ces avocats ont craint, eux, 20 ans. Après 1 heure de suspension, l'accusé revient. Que vont décider les magistrats? L'avocat général demande au défenseur de Laetitia s'il accepte que le procès n'ait pas lieu. Vous êtes d'accord? J'ai oui, donné acte concluant de leur accord pour le désistement d'appel sur le plan pénal et civil de Ludovic Dorin. Voilà. Tout le monde est d'accord. Ludovic Dorin ne sera pas rejugé. Il reste condamné à 16 ans de prison pour tentative de meurtre contre Laetitia et pour violence contre Stéphanie. Laetitia est soulagée. Elle évite un 2e procès. Non, mais comme ça, il paye pour nous deux. Pour sa maman, c'est la fin d'une longue épreuve. Quant à Stéphanie et Laetitia, elles sont reconnues en tant que victimes. L'accusé paye pour les souffrances qu'il leur a infligées. Pour moi, c'est un aveu. Et c'est une double page qui va être tournée. Parce que quelque part, pour moi, s'il se désiste, c'est ce il avoue. Il avoue le mal qu'il a fait. Donc c'est un 2e ouf de soulagement pour pouvoir avancer cette fois-ci définitivement, correctement dans ma vie, quoi. C'est pas un aveu franc, mais... Encore une fois, on n'est pas dans sa tête, mais pour moi, ça sonne quand même comme un aveu. C'est un soulagement. J'y pensais pas sincèrement. C'est une bonne surprise, entre guillemets, quoi. Il y a enfin une justice. Vous êtes heureuse? Surtout pour Laetitia. Malgré son handicap, au moins, j'espère quand il sortira qu'il recommencera par ce que je souhaite. Laetitia va maintenant pouvoir tourner la page. Elle a l'intention de reprendre son travail en mi-temps thérapeutique et peut-être de s'installer avec son nouveau compagnon. Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur TMC.